vous présente le professeur Lionel Velli, qui est le président du comité scientifique. Donc ça ne rigole pas du tout. Et il va nous parler de la gestion des médicaments néphrotoxiques. Et pour information, la prochaine SPHAR en région, c'est en janvier 2025 à Marseille. Oui, monsieur. Et on travaille déjà avec Marc, c'est surtout Marc qui y travaille. Il va nous faire une magnifique SPHAR en région. Alors, suivante. Donc, nous allons nous intéresser à l'insuffisance rénale aiguë et la gestion des médicaments. De contexte, on va avoir déjà le fait qu'on peut avoir une toxicité de ces médicaments, on l'a vu tout au long de l'exposé, et puis après, il va falloir prendre en charge ces patients, et on va avoir des analgésiques qui vont être assez impactés, mais également, comme souvent, grâce aux amis chirurgiens, des infections post-opératoires, et là, il va falloir gérer les anti-infectieux. Ça, c'est pas moi. C'est pas toi, mais ça peut marcher pour toi aussi. Suivant. Non, ça défile pas derrière. Ah, ça défile pas derrière, ça défile devant là, en bas, mais Non, pas ça y est, derrière. regarde, vas-y. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous l'avez vu, cette insuffisance rénale post-opératoire, elle est fréquente. Elle est également liée aux différents médicaments. Suivante. Donc, la première chose, c'est traquer les néphrotoxiques. Suivante. Alors, ces néphrotoxiques, en fait, à eux seuls, ils ne vont pas faire la majorité des insuffisances rénales. Ils vont arriver dans un contexte. Et un contexte post-opératoire où le rein est quand même altéré. Suivante. Et ils vont être un facteur aggravatif. Et donc, quand on regarde ici dans cette étude, on s'aperçoit que dans 30% des cas, les antibactériens sont concernés. Alors, les diurétiques, on en a discuté, c'est surtout l'hypovolémie liée aux diurétiques, IEC, ARA2. Et là, depuis assez récemment, on voit aussi beaucoup les immunothérapies. On a de plus en plus d'insuffisance rénale sous immunothérapie. Suivante. Sur les différentes causes, des antibiotiques, par exemple, juste pour prendre cela, ça peut être une tubulopathie, ça peut être une cause obstructive, et c'est terrible de voir ces cristalluries sur des mauvaises prescriptions, en particulier d'acyclovir, qui sont très fréquentes, ou d'amoxicilline. Donc c'est aussi à nous de revoir ça. Suivante. Donc on a ces facteurs de risque qu'on a vus et que tu nous as présentés avec cet article d'anesthésiologie. Suivante. Où on voit que, très clairement, le facteur chirurgical est prépondérant, en particulier sur la chirurgie abdominale, mais que la préexistence déjà d'une insuffisance rénale va être également un facteur prépondérant. Et là-dessus, on va mettre des néphrotoxiques. Alors heureusement, on a tourné la page des hydroxyléthylamidons, qui étaient clairement des médicaments néphrotoxiques, et puis on a les AINS, et les IEC, et les ARA2, suivantes, où les avis d'experts avaient dit non, il faudrait éviter de les mettre. Donc, on a eu le magnifique cours de M. Rubin sur la régulation de la circulation au niveau glomérulaire, et donc suivante, avec les ARA2 et les IEC qui vont agir, suivante, ici, avec une vasoconstriction de l'artère efférente, et les AINS suivantes qui vont agir sur une vasoconstriction de l'artère afférente. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes conséquences, et en fait, les néphrologues aiment beaucoup les IEC parce que dans certaines pathologies rénales, il y a un effet néphroprotecteur en diminuant la protéinurie. Suivante. Et dans le contexte des recommandations, on a un gros doute. Parce que les recommandations françaises nous disent il faut les arrêter, les recommandations américaines disent il faut les laisser. Alors, grâce au soutien de la SPHAR, suivante, il y a une étude qui est en cours qui s'appelle Stop or Not, avec plus de 2220 patients qui s'intéressent à l'incidence de l'insuffisance rénale, si on a maintenu ou pas ces inhibiteurs, ces IEC. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais on espère que cette publication fasse une publication majeure. Suivante. Suivante. Je ne sais pas pourquoi on est là. Suivante. Voilà. Donc, il va falloir peser le bénéfice-risque, et c'est toute la problématique, en particulier sur les analgésiques. Suivante.
Quand on s'intéresse dans ce bénéfice-risque, souvent on a encore ces patients qui ont en post-opératoire des scanners sans injection, dans un contexte de suspicion d'infection. Très clairement, ça ne sert à rien. Et donc l'injection de produits de contraste est nécessaire, et il faut clairement avoir ces discussions parfois à nos radiologues, où les injections ne sont pas réalisées alors qu'elles devraient l'être. Donc vous avez les recommandations de l'ASFA pour dire que si le diagnostic prime, il faut injecter des produits de contraste iodés, mais derrière, il faut avoir une vraie politique de prévention de l'insuffisance rénale avec la réalisation donc d'une hydratation avec des cristalloïdes et des solutions balancées, mais il n'y a pas du tout d'intérêt, par exemple, on l'a vu dans les QCM, à mettre du bicard ou de la N-acétylcystéine qui n'ont pas de bénéfice là-dessus. Suivante. Adapter les posologies. Là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est assez compliqué. Dès qu'on a un débit de filtration glomérulaire au-dessous de 60, on doit adapter. Et on doit adapter de nombreux médicaments. Alors, on ne va pas adapter le propofol, on ne va pas adapter la majorité des curares, la kétamine, l'étomidate non plus. En revanche, suivante, il va falloir qu'on adapte nos antidouloreux. Suivante, et en particulier la morphine. Chaque année, on a des patients, soit qui sont déjà insuffisants rénales, soit qui développent une insuffisance rénale post-opératoire et qui meurent de complications liées directement à la morphine. Suivante. Quand je regarde la pharmacocinétique de la morphine, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre un témoin et un insuffisant rénal chronique. J'injecte ma morphine, elle s'élimine dans les mêmes cinétiques. Seul problème, suivante, c'est que ce n'est pas la morphine le problème, c'est son métabolite. Et c'est la morphine 6-glucuronide qui est beaucoup plus puissante que la morphine, qui est beaucoup plus sédative que la morphine, qui entraîne une dépression respiratoire et qui, elle, diapositive suivante, vu qu'elle est à 100% suivante, à 100% d'élimination rénale, vous voyez que chez un insuffisant rénal, elle n'est pas du tout éliminée. Et ça entraîne des surdosages réguliers. Ils n'ont même pas pu, dans cette étude, déterminer quelle était la demi-vie, tellement elle était infinie. Suivante. Et donc, vous voyez, ici, là, chez le patient dialysé, ou chez le patient qui va avoir une altération de la fonction rénale, il faut vraiment... On peut en utiliser, mais single shot pour la morphine, et il y a plein d'autres produits qu'on peut utiliser. Suivante. Le paracétamol, alors là, c'est le truc le plus sécure. Il y a très peu, il n'y a pas d'adaptation à faire. Suivante. Le tramadol, il faut faire attention, 30% est éliminé par voie urinaire. Le métabolite est actif, il est également éliminé par voie urinaire. Et on va avoir une nécessité de diminuer les doses, en particulier chez les patients qui sont complètement anuriques et dialysés, où c'est 50 mg x 2 par jour maximum. Néphopam, il faut éviter une administration continue dès qu'il y a une altération de la fonction rénale, parce qu'il y a un risque de surdosage. Le fentanyl, bon, c'est une molécule qui, en tout cas, si votre patient est anurique et que vous devez le maintenir sédaté en réanimation, il faut éviter, parce qu'il a une tendance à s'accumuler. Diapositive suivante. En revanche, le sufentanyl, là, il n'y a aucune modification PK, et donc il n'y a pas d'ajustement à faire, et c'est souvent l'alternative chez ces patients qui ont une insuffisance rénale post-opératoire et qui ont nécessité d'avoir une pompe à morphine, c'est de les mettre en pompe à Sufenta, qui est maintenant largement protocolisée dans les établissements. Donc, moins de 30, attention, il va falloir utiliser et supprimer la morphine qui peut être utilisée en single shot. Diapositive suivante. Si vous voulez le prendre en photo, je vous ai mis les adaptations des différents analgésiques. Non, pas moi, la photo. Alors, on va passer à la suite. Les antibiotiques. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde les patients en réanimation qui ont une altération de la fonction rénale, on s'aperçoit qu'il y en a plus de 20% qui vont présenter des états de mal non convulsivants. On a des molécules comme ici, le thiénam ou le cefepime, qui sont très proconvulsivantes. Diapositive suivante. Il a été établi, diapositive suivante,
un normogramme, ici, des différentes molécules avec leur neurotoxicité. Et on voit que le cefepime est un médicament excessivement neurotoxique. Diapositive suivante. Le but, c'est d'avoir la juste dose. Diapositive suivante. Malheureusement, diapositive suivante, s'il vous plaît. Il va falloir adapter les médicaments en fonction que ce soit des temps dépendants ou des concentrations dépendantes. Les concentrations dépendantes, c'était le piège de l'aminoside qui nous avait mis dans la diapositive. On peut faire un aminoside à un insuffisant rénal, mais l'aminoside, en fait, on peut le faire une fois, et on regarde comment ça évolue. Et on va espacer les doses. Un temps dépendant, on va modifier la posologie, la concentration. C'est ça qu'il faut retenir. Diapositive suivante, allez-y, passez. Et donc, notre but, c'est d'avoir un coefficient inhibiteur qui soit suffisant, avec un concentration dépendant, et avec un temps dépendant, c'est une nécessité d'avoir 100% du temps au-dessus de la CMI. Et le problème, c'est qu'on s'aperçoit que chez les insuffisants rénaux en réanimation, diapositive suivante, eh bien, vous vous apercevez que vous avez souvent, diapositive, voilà, vous êtes sous-dosé. Sous-dosé en particulier sur les premiers jours, diapositive suivante, et qu'on peut utiliser un aminoside. Alors il faut monitorer, hein, c'est le résiduel qui va faire la toxicité, il ne faut pas réinjecter tant que le résiduel n'a pas baissé, et pas plus de 3 administrations, idéalement, et c'est en monodose par jour. Diapositive suivante. Si vous faites ce que vous avez appris à l'internat, le 3615 code GNA, d'accord, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Diapositive suivante. Parce que quand on regarde les volumes de distribution, diapositive suivante, d'un insuffisant rénal, en fait, on s'aperçoit qu'un patient qui est en réanimation, déjà, il a un volume de distribution parce qu'il a été rempli par Molivier Joyce Bayo au bloc opératoire. Diapositive suivante. Ça, c'est l'insuffisant rénal en réanimation. Il y a une variabilité interindividuelle qui est monstrueuse, avec des volumes de distribution qui sont monstrueux. Diapositive suivante. Et donc, quand on regarde la gravité du patient, va également influencer le volume de distribution. Nos volontaires sains et la dose du 3615 code GNA, elle a été calculée sur des patients qui ont un tout petit volume de distribution, 0,15, alors qu'en réanimation, plus ils sont graves, plus le volume de distribution est élevé. Et donc, pour calculer la dose de charge, eh bien, ce n'est pas sur du 0,15 qu'on va se fier, ça va être sur du 0,4, qui est le volume moyen de distribution d'un aminoside. Et donc, on va faire du 8 mg kg au lieu de faire du 3 mg kg de gentamicine. Diapositive suivante. Et donc, c'est le code GA835 qui nous permettra d'avoir les bonnes posologies. Diapositive suivante. Donc, les bêta-lactamines, on l'a vu. On a des recommandations qui nous disent qu'il faut être à 4 à 8 fois la CMI 100% du temps. Diapositive suivante. Et qu'il ne faut pas dépasser 8 fois la CMI parce que c'est la dose toxique. Diapositive suivante. Tous ces bouquins-là, vous pouvez les jeter, ça ne marche pas. Diapositive suivante. En plus, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Dans 30% des cas, ils disent absolument pas la même chose. Malheureusement, le médecin, quand il prescrit un antibiotique, c'est à peu près comme Pierre Alain-Badéjot qui essaye de faire de la néphrologie. Donc, en pratique, diapositive suivante, il y a plein de facteurs qui vont influencer tout ça. Et malheureusement, sans dosage, on ne peut rien faire. Et la SPAR a été précurseur et la SPAR nous a aidés parce qu'elle nous a permis d'avoir des recommandations qui ont permis de développer le dosage. Le truc et astuce quand même, c'est quand vous prenez le Vidal, vous regardez le volume de distribution du médicament, et s'il est supérieur à 0,6 litres par kilo, c'est que votre médicament il est lipophile. Lipophile, ce n'est pas dans le plasma, ce n'est pas éliminé par le rein, c'est dans les tissus. Diapositive suivante. Donc on s'en fout, on n'a pas à adapter. En revanche, les hydrophiles, toutes nos pénies, tous nos glycopeptides, ceux-là, il va falloir les adapter. Le linésolide, il est amphiphile, il est entre les deux. Il n'y a pas à l'adapter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Diapositive suivante. Alors, il y a plein de formules qui ont été faites. Diapositive suivante. Il y a eu des fiches qui ont été rédigées pour nous aider à essayer d'adapter la bonne posologie. Diapositive suivante. En fait, quand on regarde entre le théorique et le prédit, ben, il n'y a pas de corrélation du tout, sauf diapositive suivante, pour les molécules qu'on n'a pas à adapter parce qu'elles sont soit lipophiles, soit elles vont être épurées différemment. Diapositive suivante. Donc il faut doser, doser, doser. Et à Bordeaux, vous avez la plus haute concentration de spectromètre de masse, parce que c'est plutôt pour le vin que c'est utilisé.
mais vous pouvez l'utiliser pour doser les antibiotiques. Diapositive suivante. Et il faut partir avec des protocoles. Et il faut avoir ce genre de protocole dans vos services. Avec, en particulier, les posologies pour les patients anuriques ou qui ont une insuffisance sévère. Ce protocole, il n'est pas parfait, parce que quand on a fait 600 dosages, diapositive suivante, au tas, on était super bon sur le claforant, diapositive suivante. Ah. Voilà, donc 88% des cas, il était bien dosé, il n'y avait pratiquement que très peu de surdosage. Diapositive suivante. En revanche, sur du PIO, quand on mettait du cefepime, avec ce protocole, dans 66% des cas, on était sous-dosé et en échec thérapeutique potentiel. Voilà. Donc, pour conclure, il faut adapter les antibiotiques, sinon on va avoir des erreurs. Et le surdosage en antibiotiques entraîne aussi une néphrotoxicité. Je vous remercie. Ah, le pire du pire, hein, c'est quand le patient est épuré et qu'on arrête la machine et qu'on croit qu'il pisse, mais en fait, il a une clairance qui n'est même pas à 10. Et c'est là où il y a tous les cas de surdosage grave.